Bonjour, c'est Joël Bernard de moncoachdegolf.com. Eh bien, j'ai le plaisir aujourd'hui d'être dans le studio d'enseignement de la Prime Golf Academy avec Stéphane Damiano. Salut Stéphane. Salut Joël. Alors Stéphane, ça fait quelques mois maintenant qu'on se connaît un petit peu Ouais, mieux. ouais. Vous le savez, donc j'ai déménagé dans le sud et d'ailleurs j'en profite pour remercier le Golf Royal Mougins et Stéphane également qui m'ont accueilli à bras ouverts pour que je puisse tourner les vidéos. Toutes les vidéos que je vous fais maintenant, la quasi-totalité des vidéos vont être tournées au Royal Mougins. Donc merci pour ça, merci pour ton Avec accueil. plaisir, avec grand plaisir. Et puis on a fait connaissance et on a pu discuter et j'ai découvert plein de choses et je voudrais justement les partager avec vous dans cette interview et pour qu'on connaisse un petit peu mieux Stéphane qui quand même a été le pro de Alexandre Fuchs, pardon, qui a été le pro de Victor Dubuisson qui fait partie de la lignée, et je voudrais commencer par ça, moi j'appelle ça la dynastie des Damiano. Alors on connaît Michel, on connaît... Tiens, aide-moi. Roger, bien sûr, voilà, qui sont deux entités. Et Stéphane, alors c'est quoi au niveau familial? Oui, alors c'est vrai qu'on est. Alors en fait, donc c'est mes oncles. Ok. Alors l'histoire, elle est très simple. Ils étaient caddies au golf de Biot. Mon grand-père jouait au golf de Biot. Donc vous êtes vraiment d'ici, quoi. Ah, on est vraiment d'ici, okay. ouais, c'est des familles antiboises. D'accord. Antiboises. Et donc mes oncles et mon père faisaient les caddies gamins. Et puis à l'époque, comme beaucoup de pros de golf à travers le monde, ils jouaient en cachette en fait. Excellent. Voilà. Et puis ils ont progressé, mon père s'est orienté vers autre chose et Michel et Roger ont persévéré, ils sont devenus pros. Okay. Et à un moment, il y avait jusqu'à 5 pros dans la famille de golf en fait. Il y avait donc Michel et Roger qui sont les plus connus, ouais. Les plus connus, les meilleurs et les plus renommés. D'accord. Il y avait aussi le cousin de mon père et de mes oncles, Daniel Damiano, qui était au Chantilly au Lys et ensuite qui était parti en Guadeloupe. Et ensuite est arrivé le fils de Michel, Philippe, mon cousin, qui à ce jour est sur Avignon, et moi-même. Toi, t'es le petit dernier? Moi, je suis le plus jeune. T'es le plus jeune? Ouais, ok. Ouais. Le plus jeune, mais pas un des moindres, vous allez voir pourquoi. Bon, alors j'étais à bonne école, parce que je dois quand même rendre à César ce qui appartient à César. C'est-à-dire Michel et Roger sont quand même des pros... d'énormes pros de golf, font partie du patrimoine du golf français pour moi. C'est clair. Ils ont tous les deux été plusieurs fois champions de France, c'est des excellents joueurs, ce qui ne gâche rien évidemment. C'est clair. Roger était extrêmement doué, il a des records de parcours un peu partout en France et ailleurs, puisqu'il a aussi été aux États-Unis. Génial. Et puis Michel a été par exemple le premier Français à jouer le Senior Tour américain, c'est peu connu, mais quand même quoi. Ils ont tous les deux été élus meilleurs enseignants européens plusieurs fois. Et donc j'étais à bonne école. T'as baigné là-dedans, toi, dans cette culture. J'ai eu la chance en fait, dans ma formation de coach de golf, de bénéficier de tout ce savoir-faire Damiano, on va dire, et aussi bien sûr, à l'époque, ça se passait à Vichy, du centre fédéral de Vichy, qui était aussi très pointu. Et ces deux axes m'ont permis, je pense, d'avoir une formation au-dessus, on va dire, de la moyenne du pro de base, qui n'avait pas cette chance d'avoir une famille de pros de golf, parce que mes oncles ont formé une quantité de pros français ou étrangers incroyable, et le nombre de gens que je croise encore qui me disent Michel, Roger, etc. Bien entendu, et Roger enseigne toujours au hall course avec beaucoup de... Juste à côté à Mandelieu, c'est à 10 km d'ici. Voilà. Ok, bon, génial. On va parler de Victor Dubuisson, on va parler d'Alexandre Fuchs, on va parler de ce que tu fais aujourd'hui, mais j'aimerais juste avant, et puis il va vous donner des conseils aussi pour améliorer votre golf. Il améliore pas que les champions, il améliore aussi les golfeurs, comment dire, j'allais dire intermédiaires, voilà. Et il va nous donner des petits conseils. Ça va être même sympa. les débutants. Même les débutants d'ailleurs. On fonctionne en académie, on a plein de pros. Ça, on va y venir, mais j'aimerais juste m'intéresser à Stéphane, parce que je trouve ça intéressant. À quel moment tu as eu envie de devenir pro de golf et de consacrer ta vie à ça? Écoute, en fait, alors mes oncles, bon, comme vous l'avez compris, comme tu l'as compris, c'est de famille. Mais quand j'étais petit, ils n'étaient pas dans la région. Même si ils sont de la région, ils ont démarré leur carrière à l'époque. C'est vrai que même les pros de tournois, pros du Tour, étaient pros de club aussi. Donc Michel avait démarré à Strasbourg, où est né mon cousin d'ailleurs. Ensuite, ils ont été tous les deux à Lyon. Et donc ils sont revenus sur la côte, je ne sais plus exactement quand, mais en tous les cas, du coup, j'ai commencé quand j'avais à peu près 12-13 ans. Quand ils sont revenus. Voilà. Donc c'est directement lié, donc c'est vraiment... oui, ils sont revenus peut-être un petit peu avant que j'avais 12 ans, en tous les cas, mais moi, mais quand j'étais tout petit, ils n'étaient pas par là. D'accord. Et puis bon, bien sûr, j'ai été émerveillé par ce monde du golf, le jeu de golf, le charisme de mes oncles, etc. Je trouvais qu'ils avaient une vie absolument fantastique. C'était une époque où le golf en France, c'était une grande famille.
il y avait une atmosphère, mais tellement positive, heureuse, qu'on retrouve peut-être moins maintenant d'ailleurs. C'est vrai, tu trouves que ça a changé? Bah, c'est moins une grande famille. À l'époque, tout le monde se connaissait. tout le monde se connaissait, que ce soit les pros de golf ou les golfeurs passionnés, c'était vraiment une grande famille. Tu te souviens à cette époque combien il y avait de licenciés? Non, honnêtement, pas du tout. Non. Ouais. Sûrement beaucoup moins de 400 000 aujourd'hui. Ouais, okay. C'est drôle. Et donc voilà, et j'étais un bon étudiant. Okay. Bac C, là, à l'époque, c'était le bac scientifique. Ouais, donc c'est aussi ce qui m'a aidé par la suite à être un expert sur tout ce qui est technologie, finalement, parce que j'adore les maths. On va en parler, tu étais vachement dans le studio, là, il y a beaucoup de trucs. Oui, c'est vrai que, voilà. Scientifique, quoi, esprit scientifique. Ah oui, quand même, à la base, complètement. Ouais. Et donc, donc voilà, j'ai voulu devenir pro de golf comme mes oncles. D'accord, ils t'ont inspiré. Ah oui, carrément. J'étais un bon joueur, mais avec mes limites, on va dire. Et c'est vrai que je me suis plus projeté comme coach. Bien sûr, j'ai eu des rêves de champion comme tout gamin, on va pas se mentir, je pense qu'il n'y a pas un gamin qui ne rêve pas de devenir champion, mais assez rapidement j'étais lucide et je me suis dit, bon, j'aime l'enseignement, j'aime transmettre, j'ai cette exigence, ce côté pointu qu'on peut avoir quand on a un esprit scientifique, donc je me suis quand même projeté comme coach très rapidement. Et c'est ce que j'ai fait. Ok, tu as commencé à enseigner environ dans quelles années? Ma première place, c'était, je crois, 91-92, au golf de la Grande Bastide. On a commencé en même temps, tiens, okay. Voilà, Grande Bastide, c'est juste à côté. Donc toi, tu es toujours resté dans la région? Oui, j'ai passé mon diplôme de prof de golf à Vichy. Ok, comme juste moi. Avant, on a beaucoup de points communs, tu vois. Juste avant, j'avais fait mon service militaire à Villacoublay, parce qu'à l'époque, on pouvait aussi, une fois qu'on avait fait les classes, les commandos, les trucs comme ça, on pouvait être sur le golf de Villacoublay, donc c'était sympa. J'avais un peu morflé parce que mon cousin était passé juste avant moi, il avait fait que des conneries, donc quand je suis arrivé, ils ont dit, Damiano, toi, hop, grille à l'époque. C'est comme à l'école avec les grands frères. Ils m'ont envoyé dans les commandos pendant 2 mois à cause de mon cousin. Après, c'était sympa comme tout. Mais j'avais aimé quand même parce qu'on est d'une famille de chasseurs et j'aimais. Et donc, ça me plaisait. Quoi, ok, très bien. Et donc, après, tu as fait ton bonhomme de chemin. Et là, on en arrive. L'épisode, il s'est passé plein de choses, mais là, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'épisode Victor Dubuisson. Parce que c'est pas rien, c'est quand même notre. Fer de lance, c'est quand même aujourd'hui le golfeur, même s'il y a Victor Pérez qui arrive en fanfare, c'est quand même aujourd'hui la référence pour le golf français aujourd'hui, 14e mondial, c'est quand même Victor Dubuisson. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu, tu l'as eu quand tu étais tout petit, je crois, de 8 à 13 ans? Oui, à 8 ans. Bon, en fait, comment ça s'est passé, c'est une famille antiboise aussi, les Dubuisson, et donc les parents de Victor connaissaient mon père, les grands-parents de Victor aussi, et mon père était à ce moment-là agent immobilier dans le vieil Antibes, et donc le gamin était doué, et ça s'est fait un peu naturellement comme ça. Et ses parents avaient demandé à mon père un peu, parce qu'ils connaissaient forcément la famille Damiano dans le golf, et je me suis retrouvé avec Victor. Super. Voilà. Et donc ce petit bonhomme là qui rapidement, je disais merde quand même. Doué quoi, il est quand même très doué, c'est-à-dire je sais pas s'il a déjà joué une fois dans sa vie au-dessus de 90 quoi. En fait, ça peut faire rêver. Il a toujours eu un sens du jeu incroyable, une frappe de balle bonne, de la puissance, etc. D'accord. Et puis donc il était hyper passionné bien entendu. Donc j'ai rapidement, je me suis dit là vraiment j'ai une pépite quoi. Et puis j'avais peut-être la naïveté des débuts de prof de golf et moi je ne mettais aucune limite à ce qu'on pouvait faire et je me projetais très très loin avec lui. Génial. Je disais ce gamin-là, pourquoi il ne deviendrait pas un des meilleurs joueurs du monde? Et donc c'est vrai que à l'époque j'avais fait une association que j'ai toujours d'ailleurs pour récupérer un peu des fonds et pouvoir participer aux leçons, c'est-à-dire que les parents de Victor payaient les leçons, mais j'en payais une grosse partie aussi super, avec l'association Jeunes Golfeurs. Et à l'époque, des gens avaient cru dans ce projet que je vendais avec beaucoup d'enthousiasme, comme Laurent Bailly, qui était le patron de Titleist à l'époque, qui nous aidait, etc. Et qui nous aide toujours d'ailleurs, et je suis toujours ambassadeur Titleist aussi, je sais, un petit coucou à notre à Julien. Voilà. Et donc voilà, donc il avait beaucoup de leçons avec moi en individuel, l'école de golf où il se faisait pour le côté un peu social parce que quand même c'est important. Bien sûr, de connecter avec des enfants. Il est toujours pote avec son noyau d'amis et il y en a toujours qui fréquentent toujours des gamins comme
Paul Renaudot par exemple, qui était dans cette école de golf, c'est drôle. Et puis on bossait beaucoup, donc c'était un gamin qui tapait énormément de balles, qui s'entraînait énormément. Non, tu vois, ça c'est bien. Voilà, vas-y, vas-y. Non, je tiens à le dire parce que maintenant, on lui a fait des tas de fois des reproches qu'il s'entraînait pas, machin. C'est faux. Il a juste évolué dans son entraînement et à un moment donné, c'est justement, on en parlera par la suite, mais c'est très important d'optimiser son entraînement et de savoir ce dont on a besoin. C'est là où il va donner des conseils. Oui, on n'a pas forcément. On peut avoir besoin de 4 heures de practice par jour à un certain moment, il n'y a aucun problème, mais on peut en avoir besoin toute sa vie si c'est son fonctionnement. Mais si ça n'apporte plus rien et que ça au contraire ça embrouille le cerveau, bah, il faut aller optimiser l'entraînement avec ce dont on a besoin. Et Victor, rapidement, justement parce qu'il s'est entraîné comme un fou et qu'il a eu sa base technique, en voilà, gros, qu'il avait une énorme base, bah, il fallait affiner les choses sur le terrain, dans des situations de jeu, etc. Donc oui, il s'entraînait énormément, notamment au petit jeu. Il fallait le chercher à la nuit, quoi. Il traînait autour d'un tout petit putting green de la Grande Bastide pour ceux qui le connaissent, hein, et qui des fois ne vont même pas faire une approche là en se disant mais c'est quoi ce tout petit truc. Bah oui, il a fait ses bases de petits jeux autour de ce green là, et la preuve ça peut amener loin quand même, quoi. Excellent, ça remet les pendules à l'heure. On ne peut pas arriver à un niveau comme ça en étant entre guillemets ce qu'on entend dire souvent, voilà. Il s'entraîne pas assez, on ne peut pas arriver à, à ce niveau, non, mais 14e mondial comme ça. Non, je dirais même que c'est le gamin que j'ai vu le plus s'entraîner. Donc il faut quand même le dire. Quoi, comme tu dis, rendre à César ce qu'il César. Complètement. C'est une évidence. On va passer ensuite à Alexandre, parce qu'on pourrait parler longtemps de Victor. Bah, oui, Victor ensuite, alors j'ai coaché jusqu'à ses 12-13 ans. D'accord. Et ensuite, il a voulu aller avec mon oncle Roger, c'est resté en famille, qui a été aussi, je pense, l'autre coach important dans la vie de Victor, dans la formation de Victor. Ensuite, Victor a un peu papillonné en fonction des structures fédérales, de différentes choses. Il est parti à Saint-Non à un moment, je me souviens. Après, oui, il est revenu à Cannes. Alors Saint-Non, c'était pour les équipes. Voilà, c'est ça. Il n'était pas vraiment coaché, mais c'était pour être dans l'équipe. Voilà, d'ailleurs, quand il était avec moi, il a rapidement été à Aix-Marseille parce que c'était un golf où il avait des potes et qui était très structuré au niveau. Il est revenu à Cannes. Tout ça, oui, voilà, tout en restant finalement en habitant toujours en Antibes, Cannes. Et puis ensuite, j'étais son premier agent. Il est venu me rechercher avec son père parce que j'avais une licence d'agent de joueur de golf, que j'ai toujours d'ailleurs, hein, et pour finalement l'accompagner dans la transition amateur-pro. Hein. Puis il a signé avec IMG McCormack quand il est passé pro. Le géant. Oui, et il est toujours avec, je pense d'ailleurs. Et il m'a demandé de le recoacher en 2011-2012 quand il était sur le tour. Excellent. Donc expérience aussi intéressante. Tu m'étonnes. Et d'ailleurs, je me souviens que c'est les premiers bons résultats où il avait fait 4e en Chine ou en Corée, je ne sais plus, 2 fois d'affilée, etc. À décoller. Oui. Et puis voilà. Génial. Alors bien sûr, entre autres, parce que tu as eu d'autres joueurs, et j'ai fait récemment, vous avez vu l'interview d'Alexandre. Tiens, raconte-nous un petit peu comment tu as raconté à Alexandre ce qui s'est passé, comment il a évolué, ce qui t'avait marqué chez lui par rapport aux autres. Qu'est-ce qu'il avait de spécial? Parce que ces joueurs-là, ils ont forcément quelque chose de spécial pour arriver à ce niveau-là. Oui, carrément. Et c'est vrai qu'alors que c'est tout à fait un autre profil de Victor, c'est-à-dire qu'il ne faut quand même pas oublier que dans une performance sportive, et golfique bien sûr, il y a plusieurs facteurs. Il n'y a pas juste taper la balle et il n'y a pas juste le swing. C'est important de le dire parce que beaucoup de jeunes font l'amalgame. Pensent qu'ils peuvent acheter un swing parfait et ça y est, je serai un champion. Loin de là. Quoi. Alors bien sûr qu'au début, la technique a une part extrêmement importante et puis elle diminue. Cette part, pour finir, à peut-être même pas 10%. Après, ça n'est plus que de la récupération technique, de la révision technique. Il y a toutes les autres qualités qui font que l'on a un champion, qui sont bien sûr le mental, le physique, l'organisation, etc. Et donc Victor avait un profil assez complet dans le sens, bien sûr, des qualités de jeu incroyables. Un physique quand même qui est là, parce qu'il a cette puissance. Il est très fort. Bien entendu. Et puis aussi le mental. Un mental de champion, c'est clair. Fuchs, c'est vraiment aussi sur la partie, je dirais, mentale, volonté, etc. C'est un garçon très intelligent et il est vraiment capable de prendre son projet à bras le corps et d'aider son projet lui-même. Et bien sûr qu'il a des qualités de golfeur évidentes, mais pour moi... Mais pour toi, sa force, c'est vraiment toute l'organisation qu'il met autour de son projet et l'intensité, l'implication. C'est cette intelligence et cette force mentale qu'il a, je pense, oui. Mais bien sûr, doué aussi pour le jeu, parce que sinon, on ne peut pas non plus être anti-doué et juste parce qu'on est fort mentalement, réussir, c'est évident. Ok, bon, passionnant tout ça. Aujourd'hui, tu es basé au Royal Mougins. Qu'est-ce que tu fais ici? C'est quoi tes activités sur ce golf?
Alors le Royal Mougin, on est là depuis 2014, Ok. à la demande du club, et ça avait été un grand honneur de venir rejoindre ce club et d'y installer mon académie, Oui. parce que j'avais démarré quelques années avant un sport-études et une académie aussi pour adultes, C'était bien au entendu. Provençal, c'est ça? Alors on était Non. basé au Sofia Country Club, Sofia Country Club, voilà, ok. qui était la base Ça a été le début de ton académie, c'est de là où la- t'as- voilà, D'accord. parce que c'était la base d'une académie de tennis qui s'appelait ISP, Ah, ok, qui, oui, a oui, été, oui. qui développait un sport-études et qui a été racheté par Mouratoglou, Oui. et qui est toujours Le notre célèbre partenaire. centre de tennis, Voilà, je suis voilà. passionné de tennis. Et donc mon projet là-bas était de développer un sport-études, parce que la passion reste quand même le haut niveau, même si bien sûr tous nos élèves bénéficient de cette expertise que je peux avoir et que mes coachs peuvent avoir grâce à ce haut niveau, parce qu'on Ouais. on est tous confrontés à À la des performance, joueurs, comment arriver à les rendre voilà, performants. ouais, et à du haut niveau tous les jours. Et après, c'est quand même assez facile de se remettre à la portée d'adultes débutants, En etc. adaptant les choses, voilà. Voilà, parce qu'on a une vision en fait, c'est-à-dire qu'on est capable de se projeter sur l'objectif final du golfeur, parce qu'on le connaît vraiment bien, et donc d'identifier plus facilement les étapes pour aller jusqu'à cet objectif final qui peut ne pas être le haut niveau, mais qui dans Exactement. ce cas-là est du gâteau pour nous, parce qu'on a l'habitude de gérer des projets beaucoup plus pointus. Voilà. Et donc on a toujours eu dans l'académie ces deux axes qui sont le haut niveau, les jeunes, sport-études, summer camps, hein, les semaines, des stages jeunes quand même de haut niveau. Oui. Et bien sûr les adultes en parallèle, parce qu'on adore enseigner, qui a Ok. la demande, et au Royal Mougin, bien sûr, qu'il y a une grosse part qui est dédiée aux adultes, aux membres, stage D'accord. hôtel, etc. Ok. Et les adultes sont ravis de pouvoir de temps en temps Bien piocher sûr. dans notre expertise, que ce soit le trackman, les plateaux de force, le sandpot là pour le putting, ou le physique, Ouais, c'est parce ça. qu'on a un coach physique dans l'académie. Ouais. Donc des fois, notre coach physique est capable de faire des choses pareilles comme nous, comme les coachs, très pointus, Ok. ou de la remise en forme. Quelquefois, c'est simplement une remise en forme, Ok. avec un programme diététique pour maigrir, D'accord. vraiment de la santé avant de parler réellement de performance physique. Ouais, comme tu dis, il n'y a pas que le swing pour la performance, il faut Non. vraiment balayer Oui. l'ensemble des Ouais, on a- facteurs qui vont avoir une influence. Voilà, on a un préparateur mental, bien sûr, aussi, Ok. mais là, qui reste quand même plus sur le haut niveau, même si plein de fois on l'a proposé à nos adultes. Pour l'instant, on n'a pas trouvé l'angle pour. Ils sont tous intéressés, ils disent ah oui, oui, c'est génial, mais finalement, on n'a pas trouvé l'angle Ok. pour vraiment aboutir. Bon, là, tout ça c'est super, mais il y a surtout on va dire un angle qui me plaît beaucoup dans ce que tu fais, c'est cette dimension d'aider les jeunes qui aujourd'hui ont un projet dans le golf, d'accord, qui soit d'arriver à un très bon niveau, mais surtout d'avoir en parallèle un bagage scolaire, c'est-à-dire avoir des études, pouvoir avoir la possibilité et de faire leurs études et de devenir bon au golf. Et aujourd'hui, ça, tu aides les jeunes. Et je trouve que c'est Oui. formidable parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup d'enfants qui partent, enfin d'adolescents et de jeunes golfeurs qui partent aux États-Unis pour faire une université, comme l'a fait Alexandre d'ailleurs, pour pouvoir combiner les études et le golf. Et toi, justement, dans ton académie dédiée aux jeunes, tu as tout un programme qui les prépare à aller directement aux États-Unis. Est-ce que tu peux nous en parler? Parce qu'aujourd'hui, il y a combien tu as aidé de jeunes à intégrer une académie là-bas? Pas mal, hein. Je pense que là, on doit être entre 20-30, hein. C'est déjà pas mal, en minimisant les chiffres, hein, mais oui, Voilà, au moins. c'est ça. Ouais. Donc ça c'est intéressant. Si vous avez dans votre entourage, dans votre famille ou même dans votre cercle d'amis, etc., des jeunes qui souhaitent partir aux États-Unis et qui veulent s'y préparer, ça Ouais. c'est ta spécialité. Tu t'es Je en fait tiens- oui, focalisé grâce là-dessus. à mon partenaire. T'as un partenaire, ok. Oui, oui, voilà, c'est-à-dire que c'est donc au niveau des jeunes, d'ailleurs, qui partent aux États-Unis, je parlais de golfeurs quand je Ouais, dis 20-30. Au niveau de mon partenaire, qui est donc l'Académie de tennis Mouratoglou, Oui, c'est ça. là, c'est des centaines. D'accord. Donc il y a un vrai savoir-faire. C'est ça. Ouais, oui, oui. Vous avez créé les ponts entre Voilà, la c'est-à-dire France et les universités là-bas. Exactement, c'est-à-dire que donc l'Académie Mouratoglou en tant que partenaire me fournit, on va dire, c'est donc pour ceux qui connaissent quelque chose d'énorme, hein, Ouais. je crois que tu as visité, Ouais, c'est vraiment je une fais un tournoi académie là-bas, c'est énorme. Ouais. voilà, à l'américaine, Ouais. il y a 160, 180 jeunes à l'année C'est ça. dans le sport-études, Ouais. école française ou école américaine Ouais, c'est sur place, hein, c'est c'est-à-dire très privée. international, il y a beaucoup de... Voilà. Ah oui, oui, il y a 37 ou 38 C'est nationalités, ça. 40% de Français, C'est ça. peut-être presque moins, et le reste c'est du monde C'est entier, l'impression que j'ai aussi eue, bien au niveau des golfeurs d'ailleurs que des tennisman. Hein. D'accord. Et donc l'école sur place, haut de gamme, petite classe, un maximum 10 à 15 jeunes par classe.
Avec des horaires aménagés, c'est Horaires ça? aménagés, totalement aménagés pour pouvoir développer un programme sportif pointu, que ce soit dans le golf ou le tennis. Donc là, bien sûr, on va parler de golf, Ouais. avec, en abordant bien sûr tous les facteurs de la performance, c'est-à-dire la préparation physique, préparation mentale et beaucoup d'heures de golf pour pouvoir progresser. C'est ça. Donc toi, tu permets aux jeunes qui sont en lycée, c'est ça, a priori, même collège? On commence en fait à partir de 11-12 ans, c'est-à-dire la classe de la d'accord. sixième, voilà. Très tôt, ok. Alors c'est souvent sur l'école américaine où il y a les plus jeunes, les D'accord. Français sont peut-être un peu plus frileux, Ok. mais le gros du contingent, on va dire, c'est quand même le collège, oui. Collège. Non, lycée, pardon. Lycée, d'accord, à partir donc de la seconde. Ouais, Ok. troisième, seconde. C'est là C'est où- vrai que souvent c'est dommage, les jeunes s'y prennent un peu tard parce qu'il faut quand même savoir que les grosses facs, et même toutes les facs commencent à recruter presque 2 ans en avant. Donc Ok. ça veut dire qu'il faut avoir un bon dossier dès la classe de première. C'est ça. Un bon dossier, ça veut dire pour les garçons être en dessous de 2-3 d'index, c'est bien quand même, D'accord, hein, être d'accord. au ranking français, D'accord. voire mondial, bien entendu. Si on va aller dans les grosses facs, on va parler plutôt de joueurs scratch, Bien sûr. comme Alex, quand il est parti de chez nous, il était donc à peu près 10e joueur français quand même, hein, et c'est pas Donc joueur rien. négatif, etc. Voilà, voilà. Pour les filles, c'est encore un peu plus ouvert avec un 5 d'index. Et Ah, c'est marrant. Ah, d'accord. Oui, oui, quand même. Ouais. Justement, j'allais te demander les prérequis. C'est-à-dire qu'un jeune qui, justement, a envie d'aller faire ses études aux États-Unis, et allier golf et études, c'est quoi les prérequis, toi, pour accepter ces jeunes-là et les préparer justement à partir de là-bas? Alors les prérequis ils vont varier en fonction de l'âge, bien entendu. Oui. C'est-à-dire s'ils viennent tôt, ils peuvent même être à 30 d'index s'ils ont 12 ans. Ok. On sait qu'ils ont le temps de progresser. Ok, Évidemment qu'on ne prend pas un jeune à 30 d'index s'il arrive en classe de seconde. Là, le projet il n'est pas cohérent. c'est ça. Voilà. Parce que c'est. Mais Ouais, tu quelquefois, mesures s'il a la possibilité d'évoluer pour avoir le niveau au moment T, quoi. Voilà, on mesure la cohérence du projet. C'est-à-dire Ok. qu'on a bien sûr des jeunes qui sont totalement dans le haut niveau, mais Oui. on en a plein qui sont plus dans une scolarité sportive. Ok. Le but étant que finalement, de plus en plus de gens à travers le monde se rendent compte qu'on peut avoir un bac ou une graduation avec de très bonnes notes sans passer toute la journée dans une classe de cours. Oui, Et un sport de haut niveau, quel qu'il soit, amène d'autres qualités humaines qu'on n'apprend pas à l'école. C'est là exactement. la beauté du truc, c'est que ça amène vraiment, c'est une expérience de vie extraordinaire pour les jeunes. Ça leur apprend une exigence, une autodiscipline, des tas de choses que l'école va peut-être pas apprendre. Et ça les formate pour justement prendre un projet de vie à bras le corps et s'organiser, etc. En tous les cas, nous, au niveau de l'académie, on fonctionne par objectif et on les aide énormément à construire leur projet et ça les aide aussi sur la scolarité. Ouais, c'est clair. Et donc, la finalité peut être simplement d'aller étudier aux États-Unis avec une bourse scolaire grâce Ok. au sport. D'accord. Mais l'idée globale, souvent, les jeunes ont quand même des rêves de professionnalisme dans le golf, hein, bien sûr. Là. Les parents, c'est plus non, on lâche rien sur les études. Ce qui est bien avec ce système Tout le monde est content, américain, du coup. bah oui, c'est qu'en fait, on reporte. C'est-à-dire que l'échéance de se dire bon, suis-je assez bon pour devenir pro de golf ou je vais me faire des belles études. On repousse parce que du coup, On se laisse plus de temps, il y voilà, a moins de voilà. stress, il y a machin. Voilà, ils passent le bac ou la graduation en développant leur aptitude golfique. D'accord. Et aux États-Unis, ils continuent. Et puis finalement, honnêtement, la plupart finissent par faire un métier plus conventionnel que pro de golf, parce que c'est très aléatoire, bien entendu. Ok, génial. Bah écoute, si vous voulez en savoir plus, je vous mets un petit lien juste en dessous, comme ça vous pourrez aller voir ce que propose Stéphane Damiano, surtout si vous avez cette démarche, comme il vient de l'expliquer, de vouloir devenir soit pro, soit d'acquérir un super niveau de golf, et puis d'aller faire des études aux États-Unis. Hop, voilà, je vous mettrai le lien juste en dessous de cette vidéo. J'aimerais maintenant m'adresser, là c'est plus pour les jeunes, là je vais m'adresser aux golfeurs moyens, entre guillemets. Le golfeur moyen, c'est quoi? C'est quelqu'un qui va être entre 12, 25, 28 d'index, et qui a envie là on va profiter de l'expertise de Steph, et qui a envie de passer un palier, 2 paliers, 3 paliers dans son golf. Si tu devais donner 2 conseils, quel serait le premier? C'est dur. Ouais, c'est dur. C'est dur. Donc pour aller Deux à l'essentiel, conseils. le premier conseil, Bon, quelqu'un qui a envie de alors, passer, voilà, qui est 22 et qui a envie de passer, qui a envie de descendre 15, qu'est-ce que tu lui donnerais comme d'accord. conseil? Donc on est d'accord que là, on parle de progression vraiment en score. Pourquoi je précise? Score, oui. Parce que moi, je me rends compte que finalement, quand on parle avec nos adultes, Oui, c'est ça. ils viennent pour progresser, donc on sous-entend progresser en score. Et puis quand on parle avec eux, on se rend compte qu'ils prennent du plaisir finalement autant dans le chemin que dans la finalité. C'est-à-dire que beaucoup prennent autant de plaisir à chercher à progresser que réellement à progresser. Je veux dire, si le résultat vient pas forcément, c'est pas un drame. Ils progressent, mais donc c'est un peu différent. Si on parle vraiment de score, pourquoi je dis ça? Parce que du coup, on a beaucoup d'adultes qui s'acharnent sur le grand jeu.
Alors que quand je leur dis si tu veux vraiment baisser ta carte de score, il faut aller sur le petit jeu. C'est beaucoup plus rapide de progresser sur le petit jeu et de baisser sa carte de score que de s'acharner à vouloir gagner les 10 mètres de plus au drive, etc., etc. On sait faire aussi. Mais donc si tu me dis deux choses, donc je dirais attention, ne négligez pas le petit jeu. Et on est dans le cadre d'adultes. Hein. Et je pense que même pour les adultes, bon alors, il y a la dimension du corps aussi, c'est-à-dire que là, mais on revient sur le grand jeu, c'est-à-dire que souvent les adultes vont négliger leurs conditions physiques. Et évidemment, le corps, c'est le premier outil pour faire un bon swing et donc des belles trajectoires de balles sur le grand jeu. Donc attention quand même. Mais là, j'ai grillé déjà mes deux cartouches parce que j'en aurais bien une troisième. On va lui accorder la troisième. Donc attention à la condition physique. Alors, je ne prêche pas pour la paroisse des pros de golf parce que du coup, ça veut dire un budget alloué à la prépa physique. Mais c'est quand même super important. Mais de plus en plus de pros de golf sont compétents aussi en prépa physique. Et après, c'est quand même la qualité d'entraînement. C'est-à-dire aussi bien nos jeunes, ça nous intéresse à tous. C'est-à-dire aussi bien nos jeunes que nos adultes, surtout les jeunes, puisqu'ils sont en construction et s'ils ont un projet fort, c'est encore plus important. Moi, je me bats beaucoup pour qu'ils aient une qualité dans leur entraînement. Donc, ça a un mélange aussi de mental, mais aussi d'objectifs, bien entendu, d'organisation, comme par exemple le fameux attends, on va faire un truc, et puis après on verra quand ce sera acquis, on passera à autre chose. Je n'en suis pas partisan. Je veux dire par là qu'un swing de golf, c'est un ensemble. Donc s'il y a quelque chose à nettoyer dans le backswing, mais qu'on laisse un truc pourri là, qui est pas bon après l'impact, il va y avoir des interférences et on perd beaucoup de temps. Donc quand on veut vraiment progresser, il faut être lucide, il faut avoir une vision un peu plus à long terme, être capable d'avoir un pro qui extirpe vraiment l'origine de l'erreur et qui va peut-être donner 3-4 objectifs en même temps. Oui, je sais, c'est plus compliqué, mais c'est-à-dire par exemple un point technique très concret sur le takeaway backswing, mais aussi sur le finish, peut-être sur la transition. Ce n'est pas un problème. La seule chose, c'est quand je parle de qualité de l'entraînement, c'est que bien sûr que non, on ne fait pas tout en même temps sur la même balle. Il faut donc être capable de se planifier l'entraînement avec des séquences. Voilà, ou même dans la même séance. Alors ça dépend de la capacité et la motivation du joueur. Quel que soit l'âge, à organiser son entraînement, parce que c'est vrai que tout de suite ça devient plus complexe et ça peut un peu prendre la tête. Mais par exemple de se dire voilà, ma séance idéale sur le grand jeu, c'est tous les jours la séance d'une heure ou d'une heure et demie, par exemple, pas la peine de vraiment faire plus, il vaut mieux venir plus souvent. Serait un bon échauffement déjà un petit peu grâce aux prépas physiques ou aux notions de physique de son coach de golf, un échauffement assez spécifique sur sa limitation physique pour pouvoir les améliorer, quel que soit l'âge, et qui va aider le swing. Parce que mine de rien, comme on s'échauffe à chaque fois, si vous travaillez sur une faiblesse et qu'à chaque entraînement et à chaque échauffement vous le faites, ça s'améliore. Exactement, ça peut être alors pour les adultes, le tout classique, ça va être des limitations de bassin, de rotation, des choses comme ça, et puis aussi de la vitesse. Tu fais référence au TPI, je suppose, un petit peu. Oui, nous complètement. Vous bossez avec le TPI. Oui, on bosse avec le TPI. Et Titleist Performance Institute. Voilà, pour déterminer les limitations physiques et pouvoir les améliorer. Parce que pour ne pas demander à son corps de faire un swing qu'il n'est pas capable de faire, tout simplement. On s'appuie aussi sur d'autres process sur le terrain, mais ça en fait partie. Donc ça, et ensuite, dans la même séance d'entraînement, d'avoir 10 minutes, un drill ou un exercice ou une pensée. Attention, on n'a pas forcément besoin d'un drill précis, c'est-à-dire que par exemple, j'entends par drill un accessoire pédagogique ou une astuce, un truc, les gens sont très friands. Et lors d'une... Bon, je suis un grand passionné, tu le sais, je me forme à travers le monde entier. Plusieurs fois d'ailleurs en formation. Oui, je sais que tu es un grand passionné aussi, c'est vrai. Et j'avais fait par exemple une formation avec Sean Foley, le ex-coach de Tiger Woods, coach actuel de Justin Rose et d'autres. Et on lui avait posé la question, faut-il obligatoirement donner un drill? Ben, il avait répondu non. Il avait dit, alors je ne vais pas le dire en anglais pour éviter de vous écorcher les oreilles, mais en gros il avait dit non, d'abord faites ce que vous avez l'intention de faire. Bien entendu, c'est-à-dire que la première chose à faire quand on s'entraîne, si la clé, je vais dire un truc très très global, mais je ne sais pas, c'est tourner plus au backswing, on va penser à tourner plus. Et si on n'y arrive pas avec cette pensée on va utiliser un drill. On utilise un drill, voilà. Je dis ça parce que des fois, des gens, ils ont l'impression que c'est tout pas passe par abouti, le drill. voilà, que l'entraînement n'est pas abouti, s'il faut absolument l'accessoire pédale, le drill, machin. Parfois, une intention peut suffire, c'est ça que tu veux dire. Exactement, voilà, c'est la première chose à essayer, et si ça ne fonctionne pas, on cède d'autres choses. Donc, de planifier, je ne sais pas, moi, si on a besoin de 4 choses à améliorer dans son swing, 10 minutes sur chaque point. Et petit à petit, et quand on fait ces 10 minutes sur ce point, sur chaque balle, on ne pense qu'à une seule chose. Oui, bien sûr,
Voilà. Là, je te rejoins. Parce que Voilà. quand tu disais on peut travailler 4 choses en même temps, je dis merde, pourquoi il me dit Non, ça? Je suis pas pas sur- d'accord. oui, Ouais. oui, pas sur la même balle. Tu peux travailler en Voilà. même temps, tu peux travailler 4 choses dans. Vous pouvez travailler 4 choses dans votre séance d'entraînement, mais une chose à la fois. Voilà, et Ouais, c'est ça. plus dur, j'en conçois, donc quelquefois Oui, ça on peut demande plus de. voilà, plus de concentration, on d'application. peut arriver à se dire, bon tant pis, ce joueur-là, on va lui demander de faire qu'une seule chose pendant 2 mois, et puis, mais c'est dommage si on est C'est obligé de boring faire en ça. plus, on se Ouais, fait chier quoi. ouais. Toujours faire le même truc. Et en plus, ce que je demande vraiment à tous mes élèves, c'est que donc sur la séquence de 10 minutes où ils n'ont qu'un seul objectif technique, alors Ouais. il peut y avoir des objectifs statiques, c'est-à-dire des ajustements de posture, mais un seul objectif en dynamique, parce que Ça sinon c'est aussi, trop... on est d'accord. Voilà, c'est-à-dire qu'en statique, on peut à chaque peut, fois... voilà, on peut travailler un truc dans exagérer, ses quoi, bases voilà. et puis au moment de jouer avoir une intention. Voilà, Là c'est c'est gérable, ça. mais Et- plus ça le devient, Non, c'est compliqué. voilà, On est exactement. d'accord. Ouais, tout à fait. Et à chaque balle, Ouais. je demande vraiment, et c'est vrai que c'est quelque chose que je faisais avec Victor, hein, avec Ouais. tous mes élèves, hein, Ouais. à chaque balle, une visualisation, c'est-à-dire, il ne faut pas oublier qu'à l'origine d'un mouvement, il y a une intention c'est une pensée. Donc je veux qu'à chaque balle, le joueur travaille sur sa pensée, nettoie son cerveau des mauvaises choses et y mette les bonnes choses. Donc j'exige qu'il visualise, ça veut dire qu'il se sente faire le bon swing, qu'ils se voient faire le bon swing, ça va dépendre du fonctionnement du joueur, qu'ils imaginent, qu'ils sentent l'impact, qu'ils voient la balle voler, etc., qu'ils se sentent au finish en équilibre, enfin, et qu'ils voient leur nouvelle clé, bien entendu. Ensuite, ils mettent ça dans le monde réel avec le swing d'essai, qui peut être avec des 2-3 essais différents. Souvent, je demande que ce swing d'essai finisse par être en rapport avec le point le plus bas du swing qui brosse le tapis, parce que sinon, des fois, les gens font des swings d'essai 10 cm au-dessus du sol, et donc on est loin de la réalité du contact de balle, qui est quand même d'être précis sur le point le plus bas du swing. Et ensuite, de jouer la balle un peu plus libre, sans trop réfléchir, c'est-à-dire de se mettre devant la balle, coup d'œil sur la cible, on déclenche. On ose espérer que la mémoire instantanée va aller piocher dans ce qu'on lui a suggéré. Parce que le but n'est pas de trop réfléchir devant la balle. La catastrophe, c'est le joueur qui veut trop bien s'appliquer, il se met devant la balle, il est déjà devant sa balle, et là il pense à tout. Okay. Voilà, ça va bugger, le corps n'arrivera pas à produire ce qu'on veut, et du coup il se décourage. Ah, ça marche pas son truc, bah oui, non, mais là c'est impossible, quoi. Donc j'insiste sur un entraînement construit avec des séquences, et pas tout en même temps, mais sur la même balle qu'un repère. Et puis, à l'intérieur de cette séquence, tout le temps, la phase de visualisation, de swing d'essai et de jouer la balle un peu plus libre. Et après, les choses s'associent. Si par exemple il y a 2-3 trucs sur le backswing, bah, bien sûr qu'assez rapidement, ça ne sera plus qu'une seule séquence, c'est-à-dire qu'on pourra penser à la même sensation, enfin travailler son backswing en un bloc, puis sa sortie. Et après, bien sûr, il faut une image globale et une sensation globale de son swing juste, on doit le connaître. Voilà. Beaucoup de choses intéressantes dans ce qu'a dit Stéphane. Je suis très heureux puisque on a cette expérience d'entraîneur, donc on est arrivé aux mêmes conclusions. Et donc pour résumer, je voudrais résumer ce qu'il a dit parce que c'est vraiment quelque chose qui est directement exploitable, tout ce qu'il vous a dit. 1, allez plus souvent au petit jeu, entraînez-vous au petit jeu. 2, quand vous allez vous entraîner, séquencez bien les choses, faites les choses de manière construite, n'y allez pas au pif, préparez un petit peu avant, vous savez que vous allez au practice demain, qu'est-ce que vous allez travailler, sur quoi vous allez vous concentrer, qu'est-ce que vous avez eu comme conseil sur votre dernière leçon ou sur un truc qui a fonctionné la veille ou l'avant-veille, etc., et que vous voulez ancrer, et des trucs, travaillez-le en séquençant mais en sachant ce que vous allez faire. Et la troisième chose, c'est entraîner aussi votre cerveau, entraîner aussi votre mental quand vous faites du practice, parce que le golf n'est pas juste un geste, il y a toute une intention et toute une visualisation dont tu as très bien parlé. Et ce qu'il faut retenir aussi, c'est que plus on avance en âge, et plus il faut soigner son corps. Même vous voyez, Alexandre, la dernière fois dans l'interview, expliquait à quel point il s'entraînait physiquement tous les jours, il faisait attention à ce qu'il mange, à son sommeil, etc. Et les gars, nous, plus on avance en âge, et plus ça devient important. Ça ne veut pas dire qu'il faut s'entraîner comme un malade au niveau physique, mais tu es d'accord qu'il faut s'entretenir parce que si on veut bien jouer, c'est la base. Ça aide terriblement. C'est dur de m'avoir limité à 2. Mais je sais, mais sinon l'interview va faire 8 heures, les gars. Un petit axe aussi sur lequel on est très à cheval dans l'académie, mais sûrement plein de pros, hein, c'est bien sûr l'axe technique, mais aussi l'axe des trajectoires de balles, capable de créer des trajectoires, parce que le nombre d'élèves adultes que l'on a corrigé beaucoup plus rapidement, par exemple quelqu'un qui vient, qu'on voit tout à droite, et simplement en lui mettant une baguette au sol, en lui disant mais essaie d'envoyer la balle à gauche, et comme par miracle, parce qu'il avait l'intention d'envoyer la balle à gauche, au lieu de simplement penser à des trucs techniques sans aucune intention, penser à la trajectoire de balle, il arrive à l'envoyer à gauche, et donc petit à petit plus droit.
Absolument, c'est Bon. vrai qu'à ce jeu, on peut très vite partir dans la technique et dans la Ouais, gestuelle et oublier l'essentiel, c'est d'envoyer une balle dans une certaine direction. exactement. Voilà. C'est ce que, voilà. Bah écoute Stéphane, c'était passionnant, on pourrait encore, je pense, parler des heures, hein, ça Encore, c'est ouais. sûr. C'est pour ça que j'ai dit 2, parce que si j'avais dit 3 ou 4, T'as raison, voilà, je t'en aurais mis 10. Non, il n'y en a pas tant que ça, mais il y en a un peu plus. Voilà. Ok, donc bah, écoute, un grand merci. Je pense que les gens maintenant vont en savoir un petit peu plus sur toi, sur la dynastie de Damiano, j'aime bien ça. Et puis Victor, Alexandre, etc. Et puis ton travail ici avec la Prime Golf Academy. Si vous souhaitez soit venir faire des stages, soit vous avez un enfant, un jeune qui veut partir aux États-Unis, allez voir le lien juste en dessous. Vous allez voir, Steph fait un super travail pour amener les jeunes dans une fac américaine, les faire progresser et leur permettre de vivre leur passion et d'avoir un super diplôme, d'être en plus bilingue hein, quand on repart. Oui, 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 c'est pas ouais, carrément, c'est l'objectif. D'ailleurs, je suis toujours surpris que les jeunes Français s'acharnent à étudier en français alors qu'ils veulent partir aux États-Unis. Il ferait mieux de basculer prendre de le l'avance plus un tôt petit possible peu. sur une école américaine, une école bilingue, une école américaine, pas bilingue hein, qu'en anglais. C'est un peu C'est ce que dur. vous faites, vous? C'est ce que vous faites? C'est ce qu'on a Ah, aussi. excellent, une Et, école, et d'accord. les jeunes Français qui font cet effort-là, alors bien sûr, ils sont un peu perdus les premiers mois, mais Mais après, moi, ils sont apprennent. préparés, quoi. Et oui, ils apprennent tellement vite, on l'oublie. Donc après, c'est bon, ça y est, c'est facile. Et ils sont bilingues avec un super accent au lieu de se taper l'accent Frenchy, bon, qui est peut-être un peu sexy. Mais quand L'accent, même, au final, on qui est, s'en fout, mais comme expliquait Alex dans Alexandre Foot, comment ça s'appelle, dans l'interview précédente, il expliquait, il disait putain, j'ai pris 17 sur 20 au bac, simplement quand je suis arrivé là-bas, je Ouais, pipais c'est vrai. à rien du tout, tu te Ouais, souviens? ouais, ouais. Il a mis 6 mois, presque un an, il dit, à pouvoir comprendre comme il le fait en français, quoi. Ouais. Donc c'est important, comme tu dis, de te préparer. Ouais. Steph, un grand merci. Merci Joël, merci à toi. À bientôt les amis, À bye bye. bientôt.